vais vous dire en 2 mots l'idée dont je voudrais qu'elle ressorte, c'est que les questions de développement durable interpellent profondément les pratiques urbaines que je connais bien avec mon grand âge depuis très longtemps. Et au fond, c'est une découverte progressive que ça met en question l'ensemble des politiques urbaines. Alors, je ne vous parlerai pas de la Corée du Nord. Si vous le souhaitez, on pourra le faire off the record. Je parlerai quand même plutôt des pays développés, Europe, un peu Amérique latine. Et ça, d'emblée, je voudrais vous dire que c'est une question qui frappe régulièrement, de se dire il est quand même délicat, même quand on parle de développement durable, de parler dans une même traite de Zurich et de Dhaka ou de Lagos et de Francfort, parce qu'en effet, on n'est pas dans les mêmes mondes, on n'est pas dans les mêmes modes de régulation. Donc je ne jouerai pas artificiellement à vous dire qu'il y a beaucoup de choses en commun. D'emblée, je voudrais vous dire une chose. Un des livres d'urbanisme qui m'a le plus frappé, c'est un livre de Ildefonso Cerda d'il y a 170 ans, intitulé Teoría General de la Urbanización. Comme vous avez compris le titre, c'était juste pour vous montrer que je parlais espagnol. Et dont le premier chapitre dit la question de la gestion des villes. C'était Barcelone à l'époque et c'était l'explosion démographique. La question de la gestion des villes, disait Cerda, c'est de procurer de l'habitat à tout le monde, les besoins des gens, c'est d'avoir de l'eau propre un peu partout, c'est les réseaux urbains, c'est l'air respirable. C'est-à-dire tout y était. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans l'interpellation aujourd'hui ? Il y en a une, c'est le changement climatique et l'émission de gaz à effet de serre. Celle-là est une question récente, enfin pas toute récente, mais récente, et c'est la seule. À ce jour, la question du prix de l'essence, on pourra parler, Benoît parlera de l'énergie plus que moi, mais l'essence coûte quand même moins cher à la pompe aujourd'hui qu'en 1980, donc ça n'est pas une interpellation directe économique du citoyen. Alors, nous avons pris une décision héroïque, il n'y aura pas de PowerPoint, donc nous allons nous exprimer à main nue. Et en ce qui me concerne, je voudrais soulever 4 points. Alors, ce ne sont pas directement des questions de développement durable, Benoît sera davantage focalisé là-dessus. Ces 4 points des pratiques urbaines et des politiques publiques en la matière qui interpellent aujourd'hui le fonctionnement des villes et qui sont, je ne sais pas comment dire en français, at odds avec les objectifs de développement durable, les objectifs canoniques, tout ce qu'on... Et les 4 points, je vous l'ai dit tout de suite, on va être bref, hein, vraiment, il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont beaucoup de choses fort intéressantes à commenter. Donc c'est juste d'ouvrir des points de discussion. Le premier, c'est les mécanismes de financiarisation de la ville. La ville et la terre deviennent des produits financiers en tant que tels. Quel problème est-ce que ça soulève ? La deuxième, c'est relative aux formes urbaines. Quelles sont les formes urbaines souhaitables ? Alors on répète partout, compactes, denses, la hauteur, etc. Je ferai des petits mots de commentaire avec un tout petit peu de rétrospective sur ce qui se raconte depuis des années là-dessus. Le troisième point, je vous dirai un mot sur la loi Grenelle 2. Parce que finalement, c'est une loi tellement monumentale que personne ne la connaît. J'ai eu la faiblesse de la regarder, et je crois que ça appelle 2 ou 3 commentaires. D'emblée, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je vous dirai un dernier mot sur l'outil fiscal. Thème extrêmement technique, ennuyeux, donc je serai bref, juste pour soulever la question. La fiscalité foncière et immobilière, c'est de celle-là que je veux parler, pourrait être un outil puissant, incitatif, intéressant sur les sujets qui nous occupent. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Et là, je parlerai un petit peu d'autres pays que la France. 20 minutes, docteur ? Allez. Tu m'arrêteras au bout d'un quart d'heure. Alors, sur le premier point, la financiarisation de la ville. Bon, alors c'est une banalité, on lit ça partout. C'est une expression qui demande à être décryptée. La nouveauté, c'est la déconnexion entre le bien physique, terrain ou immeuble, et la finance. Alors,
La première traduction, ce sont des sociétés financières dont le seul métier est d'acquérir des immeubles et de les louer. Alors c'est d'abord dans les pays anglo-saxons que ça s'est développé. Ça s'appelle des Real Estate Investment Trusts, les REITs. C'est devenu en France les foncières cotées. Alors je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais je voudrais simplement vous indiquer que les acteurs qui interviennent dans ce genre de société, dont le chiffre d'affaires dans l'ensemble des pays de l'OCDE augmente, l'augmentation est à 2 chiffres chaque année. Et ce que je voudrais souligner, c'est que c'est un mécanisme structurant par rapport à l'espace urbain, parce que ce sont des acteurs qui font du benchmarking, je ne sais pas comment on dit en latin, et qui donc choisissent leurs investissements en fonction de la rentabilité, généralement à court terme. C'est un phénomène tout à fait important. J'indique que dans les entreprises qui font de ce genre de gestion financière immobilière, on classe évidemment par rendement. On voit des titres de journaux dans la presse correspondante qui est telle entreprise vient de faire un 7%. Donc on ne dit pas qu'il a acheté un immeuble de 18 étages. On ne dit pas qu'il a acheté une tour de bureau à la Défense. On dit qu'il vient de faire un 7% pour 54 millions d'euros. Donc c'est une lecture purement financière de l'immobilier et qui se traduit, je vais dire d'une certaine façon, on découvre l'économie de marché en matière urbaine. Et un petit commentaire là-dessus, il y a une excellente entreprise française qui s'appelle IPD, d'ailleurs les gens disent IPD, comme Investment Property Data, qui fait de l'évaluation en fonction du rendement du produit. Et le logement a disparu du radar, ce qui est une chose intéressante. Tout le monde parle de mixité des usages. Eh bien, ces boîtes qui font de la cotation par type de bien immobilier, tout en haut, vous avez la plateforme logistique. Enfin, je ne vais pas détailler ça. Mais simplement, le logement n'est même plus dans les biens observés. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que sur la question du logement, qui à mon avis, dans les questions de développement durable, devrait prendre une place élevée, enfin, doit prendre une place élevée, il y a 2 segments du marché du logement qui sont rentables. Le premier, c'est tout en haut de la courbe, 7 pièces sur le champ de Mars, balcon, etc., qui peut faire du 7, 8, 10% de rendement, et le logement au bord de l'insalubrité, où on logera de préférence des sans-papiers, des gens en situation délicate, qui peut avoir un rendement jusqu'à 20%. Le vrai métier de s'en occuper. C'est pour ça que les discours sur l'habitat indigne, on pourra en discuter, mais je crois que c'est une question au cœur des questions de développement durable, juste après le congrès des HLM. Deuxième point sur la financiarisation de l'immobilier, c'est les phénomènes de cycle et de bulles. Alors là aussi, on peut me dire, rien de neuf sous le soleil, la tulipe au XVIIe siècle, etc., la Compagnie des Indes. Oui et non. Une des nouveautés, c'est des réglementations financières, des milliers de milliards de dollars en circulation qui se placent de façon cyclique sur l'immobilier. Alors, on a eu un signe avant-coureur au Japon, qui a connu une crise née de l'immobilier et qui tarde terriblement à se dégonfler. Et aujourd'hui, on estime que le montant total des CDS, je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on discute de la finance immobilière après, mais les CDS, Credit Default Swap, qui est l'espèce d'assurance qui est mise en place aux États-Unis, on estime en ce moment à 30 000 milliards de dollars, le montant d'argent libre qui peut donc se placer demain à la Défense ou à Singapour ou ailleurs. C'est donc des montants considérables qui ont un comportement de plus en plus cyclique. Alors c'est une traduction, si j'en parle c'est parce que c'est structurant sur l'espace, et sur l'espace et sur les comportements temporels. Quand j'étais à Tokyo, on faisait des prêts à 100 ans, signés sur la tête des enfants pas encore nés, qui est un comportement temporel un peu différent. L'exemple récent, et dont on n'est pas encore sorti, c'est le subprime. Alors le subprime, il faudrait expliquer un peu ce qu'est le mortgage aux États-Unis. Il y a un financement des hypothèques qui n'est pas du tout du même ordre. Mais fondamentalement, il y a des croyances
qui reviennent à échéance régulière, selon laquelle le prix de la pierre ne peut que monter. Et puis, ça s'est greffé sur une période de hausse d'une incroyable durée. Et le subprime, si vous avez le temps d'aller voir un film qui s'appelle Cleveland contre Wall Street, ça décrit de façon à la fois assez pédagogique et physiquement assez impressionnante ce qu'est le phénomène. Donc, en 2 mots, c'est le surendettement des gens à faibles ressources, et qui, lorsque le marché se retourne, non seulement sont obligés de vendre, mais sortent avec une dette, encore qu'il y ait une loi récente, qui est la loi des clés, qui permet de partir en laissant les clés, mais surtout, fondamentalement, qui laisse des quartiers entiers, ces shrinking cities, c'est Détroit, c'est Cleveland, c'est des morceaux de villes entiers qui sont abandonnés. Eh bien, il faut comme dire 2 ou 3 chiffres. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de familles américaines qui ont été repossessed, c'est-à-dire qui ont été priées de rendre les clés et de rentrer chez eux, et la banque vaut la maison qui ne vaut plus rien. Alors, comme on ne passe pas de PowerPoint, je ne peux pas vous montrer la publicité de l'agence immobilière qui propose des maisons de 100 mètres carrés pour 35 000 $, mais si ça vous intéresse, je peux vous les faire suivre. Alors, il y a une question qu'on pose, est-ce que la France est à l'abri des subprimes? Oui et non. Oui, au sens où les banques n'accepteraient jamais ce qu'est un subprimer aux États-Unis. Oui, au sens où nous avons avalé des crédits subprime titrisés, titrisation mixte, il y en a partout. La Caisse des dépôts, les collectivités locales, il y en a partout. Alors il y a une certaine pudeur pour faire les comptes et dire combien on a en subprime, mais on est assis sur un système dans lequel il y a beaucoup de ces produits toxiques, comme on dit. Et toxique veut dire simplement, dans le cas présent, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc peut-être que ça ne vaut rien, mais on ne le sait pas au départ. Bien, alors je termine cette question de la financiarisation pour dire que, en termes, alors là, international, il y a, se développe beaucoup le phénomène dit de market timing. Market timing, je ne sais pas comment il faudrait le dire en français, c'est simplement que des investisseurs, en particulier investisseurs immobiliers, jouent le jeu des cycles et donc achètent en bas de cycle un comportement rationnel élémentaire. Simplement, ce ne sont plus quelques petites opérations isolées, c'est maintenant tout à fait massif. Et il y a même une entreprise dont je ne vous dirai pas le nom qui fait des journées de formation pour des sommes très considérables pour les insiders, pour savoir où il faut investir pour 5 ans, 8 ans, 12 ans, et qui vend très cher, donc c'est conseils immobiliers. Alors, vrai, faux, il y a l'illusion, n'est-ce pas, d'un mouvement circulaire uniforme des grandes villes. Sur ce plan-là, c'est de la tromperie, mais il y a un côté de wishful thinking, c'est-à-dire que les grands investisseurs immobiliers prennent tous leurs conseils chez les mêmes entreprises, et donc il y a finalement, j'allais dire, une diminution de l'information critique, et cette information régnante, bon, malheureusement, je ne l'ai plus depuis 3 ou 4 ans, parce que maintenant, ils exigent un grand nombre de milliers d'euros pour avoir droit aux graphiques significatifs. Mais je vous cite quand même un cas, puis après je passe au point suivant, sinon ça va être beaucoup trop long. Le cas de Bangkok. J'ai travaillé à Bangkok. Vous savez que la grande crise financière asiatique a démarré à Bangkok dans l'immobilier en 1998, et il y a eu quantité de projets qui ont été purement et simplement abandonnés. Moi, je travaillais à la direction du cadastre, qui est dans une périphérie de Bangkok, et devant nos bureaux, il y avait 3 tours qui n'ont jamais été terminées. Les vitres n'ont jamais été posées. La boîte a fait faillite, et Bangkok était à l'époque, dans le graphique dont je vous parle, en haut, complètement en haut. Les boîtes ont fait faillite, les tours ont été abandonnées, elles n'ont jamais été terminées, elles n'ont jamais été occupées. La descente du cycle, et 10 ans après, Bangkok est de nouveau en phase complètement ascensionnelle, mais on ne réutilise jamais, et ça c'est un phénomène émergent dans toutes les shrinking cities, on ne réutilise pas, ce sont des sites orphelins, c'est des bureaux qui sont obsolètes avant d'avoir été occupés, et devant le bureau du cadastre, pour en revenir à mon endroit préféré, il y a maintenant une autoroute qui passe au niveau du 3e étage et qui va rejoindre le nouveau quartier d'affaires au-delà.
Alors ceci, c'est un phénomène absolument général. Le bureau est un bien qui vieillit très vite. La première tour de la Défense, il y en a un certain nombre qui sont maintenant techniquement obsolètes, et la Défense 2, commercialement, se vend très bien. On ne peut pas exclure complètement. On va découvrir ces friches du troisième type, c'est-à-dire de l'immobilier de business. Je ne parle pas du logement qui est repoussé plus loin et qui peuvent être abandonnés. Alors, je ne fais pas l'analyse en termes de développement durable, d'émissions de gaz à effet de serre, mais on a là absolument un cas caricatural exemplaire qui n'a rien d'unique. Quelles formes urbaines? Alors, très vite, et ça on pourra en discuter, quelques mots de commentaire sur le stéréotype. Il faut construire dense, halte à l'étalement urbain, il faut construire en hauteur. Alors premièrement, ça ne date pas d'hier, c'est complètement récurrent. Moi j'ai gardé des documents du ministère de l'urbanisme ou de l'équipement, je ne sais pas comment il s'appelait à l'époque, halte à l'étalement urbain vers la ville compacte. Et j'ai un beau graphique qui date d'il y a exactement 34 ans, qui s'appelle halte au mitage. Et alors il y a même des dessins illustratifs avec une ville où toutes les maisons sont accolées versus l'étalement urbain. Oui, non. Le problème n'est pas, je vous renvoie à un livre qu'on a édité il y a quelques années qui s'appelle La ville aux champs, édition ADEF, qui fait un petit peu un point sur la question. Le problème de la France, et en partie de l'Allemagne, et d'un certain nombre de pays européens, l'Espagne aussi, n'est pas la consommation d'espace, il est l'inorganisation du développement. Le nombre, les lotissements ou les axes sont une exception en France. L'essentiel du développement, 195 000 maisons individuelles ont été construites en 2009 en diffus, à l'unité. Je fais construire ma maison sur mon terrain. Ça, c'est d'un coût colossal à tous égards. Et cette forme d'étalement urbain, là je m'arrête un instant, il y a l'étalement urbain des riches, mais celui-là a toujours existé. Que ce soit sous forme de gated community, lotissement sécurisé, tout ça, ça a toujours existé. Mais la phase, ce qui se développe très vite actuellement, c'est l'étalement urbain des pauvres, gens qui n'ont pas accès au système HLM. Vous avez 6-8 ans de file d'attente. La solution pas chère pour se loger, et ce n'est pas tellement dit, c'est d'aller s'acheter un terrain pas cher, loin des centres, loin du transport en commun, et de poser dessus une maison à 50 000 €. Si vous voulez une adresse de constructeur, j'ai tout ce qu'il faut. C'est évidemment calamiteux, c'est suicidaire. Collectivement, c'est suicidaire individuellement. 195 000 maisons en 2009, sur un total de, je ne sais pas, 320 000, 330 000. C'est donc devenu complètement un phénomène massif, non pris en compte, parce qu'on ne parle que des opérations organisées, et on ne parle pas de ça qui est tout à fait massif, et qui, à terme, un jour ou l'autre, le pétrole finira par coûter cher, plus cher qu'en 1980, et ce jour-là, en effet, ça posera un problème et pour les familles et pour la collectivité en termes de changement climatique, gaz à effet de serre. Bon, vous avez trouvé que je suis très négatif, mais enfin j'essaye de mettre un peu quand même l'accent sur des points dont on parle moins. Et je dirais que les facteurs de l'étalement urbain, bon, il y a les facteurs incontournables, l'amélioration des systèmes de transport, le fait que les gens soient contents d'habiter une maison avec un grand jardin, tout ça. Bon, ça, les facteurs-là, on les voit bien. Mais notre système fiscal, j'en profite parce que je ne m'étendrai pas là-dessus, est légèrement schizophrénique. Il encourage, dans les faits, l'étalement urbain pour 10 000 raisons, les produits défiscalisés, la taxe sur le foncier non bâti. Enfin, on pourrait faire s'en sentir là-dessus. Notre système fiscal est en fait incitatif à des formes de développement qui sont gros consommateurs d'énergie, émetteurs de gaz à effet de serre et tout ce que vous voulez. Alors ceci, il y a peu de travaux là-dessus, parce qu'on est toujours persuadé que, je ne sais pas s'il y a des gens du ministère des Finances, mais on est toujours persuadé que le système est pensé avec beaucoup d'intelligence. Peut-être, néanmoins, il est gros d'effets pervers. Et il est devenu tellement instable que plus personne n'a de chance de le connaître. En la matière, j'apprécie le slogan états-unien KISS, Keep It Simple Stable. Un impôt, ça, bon, stable et compréhensible par le contribuable. Bien. Alors j'ajoute
Mais là, je ne me prononce pas. Mais j'aime bien l'expression de Jean-Pierre Orfeuille sur l'effet barbecue. Il dit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, vous savez, la ville dense et tout, les gens sont tellement malheureux que le week-end venu, ils prennent l'avion pour Marrakech ou ils prennent leur bagnole pour aller très loin. Alors que celui qui habite en périphérie, sa maison sympathique avec son jardin, il fait un barbecue avec les copains et en termes de consommation énergétique, c'est infiniment supérieur. Je ne me prononce pas sur l'effet barbecue, mais l'idée, il faudrait pouvoir le mesurer. Bon, la fiscalité, j'ai déjà tout dit. On peut faire un peu la même remarque. C'est-à-dire l'ensemble de notre système fiscal est plutôt incitatif à des systèmes peu... C'est Guillaume Sainteny, sûrement qu'ils le connaissent, qui a beaucoup écrit là-dessus, sur le système de fiscalité foncière et immobilière, en expliquant qu'un comportement vertueux en termes écologiques est puni par le fisc. Alors c'est tel que je le dis un peu brutalement, il faudrait le détailler et le raffiner. En tout cas, en matière de fiscalité foncière, c'est tout à fait une évidence. Le beau terrain à bâtir bien placé est un bien dont le stockage est gratuit. Et donc c'est une puissante incitation à la rétention et ça va à l'envers des objectifs qu'on s'assigne habituellement. Donc ça, c'est une réflexion importante. Et un dernier mot sur le Grenelle. Qui a lu la loi Grenelle 2 ? Non. Dans cette salle, personne n'a lu... Ah, entièrement ? Avec passion. Bon. Alors, je ne vais pas m'étendre trop, parce que vous allez penser que je fais de l'ironie sur tous ces sujets. Mais... C'est Grenelle. Excusez-moi. Pas parler du Grenelle. Donc cette loi Grenelle, qui est un monument, d'ailleurs Jean-Louis Borloo, tous les matins, se lève en disant « Quelle loi monumentale nous avons faite !» Elle compte 257 articles, donc l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a énormément de choses dans cette loi. Donc vous savez qu'elle a succédé d'abord à une conférence où il y a eu étonnante rencontre de beaucoup de parties prenantes. Il y a une loi Grenelle 1, votée à l'unanimité, qui est une loi d'intention, qui était posé un certain nombre de principes auxquels on ne peut qu'adhérer, je veux dire, donc le vote à l'unanimité. Par contre, la mise en musique, les 257 articles qui attendent plusieurs dizaines de décrets, dont aucun n'est encore publié, ce sera très, très long, elle traduit le fait d'une schizophrénie juridique, où la main gauche ou droite, c'est pas une question de coloris politique, veut durcir la réglementation, ajouter de nouvelles règles, de nouveaux documents, des distances, des hauteurs, des machins, des trucs. Et dans le même temps, l'autre main veut libéraliser, faciliter les opérations, déréglementer, et on atteint un sommet en la matière puisque la loi Grenelle 2 contient une disposition qui dit qu'on pourra supprimer pratiquement toutes les dispositions du Code de l'urbanisme par ordonnance. Donc il y a là une inquiétude qui fait le bonheur des gros cabinets d'avocats sur le sujet, mais qui a de fortes raisons d'inquiéter le responsable des politiques publiques. Et puis là-dessus, j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps, mais je vous cite quand même un des grands juristes de l'urbanisme, qui est quelqu'un qui a vraiment... qui parle très calmement, qui s'appelle Yves Gégouzeau, qui est un des meilleurs connaisseurs du droit de l'urbanisme en France, et qui conclut sur le Grenelle 2, on comprend que ceux qui vont avoir à appliquer ce droit nouveau soient saisis d'une certaine angoisse. Alors je voudrais dire juste d'un mot, face à ce dérapage juridique, que ça interpelle complètement la société française. Le Grenelle 2 fait bon marché de tous les documents existants, mais rajoute de nouveaux documents qui s'appellent, je vais tout vous détailler, il y a les DTADD, les PECT, les SDC, il y a une quinzaine de nouveaux documents d'urbanisme qui ne seront jamais en état de marche. À l'heure où les documents qui devraient être notre pain quotidien, qui s'appellent les SCOT et les PLU, eux-mêmes ont toutes les difficultés à s'appliquer. Donc on est dans un système de changement complet de l'état du droit. J'ai entendu d'ailleurs le ministre de l'écologie dire l'autre jour, nous aurons un nouvel apprentissage de la vie en société. Et je crois que nous sommes condamnés, c'est une chose qui interpelle complètement notre mode de régulation juridique, et le développement durable devrait être au cœur de ça, où on est
il faut quitter cette attitude, il y a sûrement d'excellents juristes dans la salle, je ne le suis pas, mais je prends le risque, quitter notre tradition du Code civil qui veut que la règle de droit contienne son application, que le juge ne soit que l'interprète fidèle d'un texte qui dit quelle doit être la bonne décision, pour aller vers le jugement en opportunité, nous rapprocher de la common law à l'anglo-saxonne et juger les problèmes sur le fond et non pas sur des règles de procédure. Actuellement, le malade est vraiment à un stade très avancé de déclin, c'est-à-dire que la décision, l'issue d'un contentieux est devenue imprévisible aujourd'hui. Et donc le jugement ne se fait pas en fonction de règles de fond, mais en fonction de 10 000 procédures. Donc on n'a aucune idée de ce que va être le résultat final. Je crois qu'il y a là une interpellation et que la question du développement durable est suffisamment sérieuse pour interpeller notre mode de régulation juridique, en même temps que économique. Non, j'ai pas fini. Bonjour. Donc je vais moi aussi me plier à notre décision commune de ne pas avoir de PowerPoint. L'idée est à nouveau, c'est pas juste un exercice de style, c'est parce que l'idée pour nous de cette séance était avant tout d'essayer de soumettre un certain nombre d'idées au débat, et vu qu'on a un public important et compétent, d'essayer d'avoir au maximum une discussion après, à partir de ces propositions, avec... Donc on essaiera avec Claude de structurer un peu ces débats. Donc juste quelques mots sur ce que l'on fait avec Vincent à l'IDRI. Donc l'IDRI étant un centre de Sciences Po, mais aussi un think tank qui existait au préalable. Donc nous avons à la fois ce travail de recherche et ce travail d'influence. Donc nous sommes venus avec Vincent pour coordonner un pôle fabrique urbaine qui est en charge de traiter... Vous m'entendez pas ? Non, alors le premier rang entend moins qu'au fond. Okay. Donc nous sommes venus pour monter ce pôle sur la ville en ayant des activités à la fois de recherche qui alimentent nos activités d'influence. Donc évidemment le constat de départ est un peu ce que vient de présenter trop brièvement Vincent, à savoir qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés, de tensions entre ce que l'on sait et ce que l'on fait traditionnellement, ce que l'on peut recouvrir la fabrique urbaine, et ce que l'on aimerait construire en termes de développement durable. Et en effet, le développement durable, le concept de développement durable, apporte un certain questionnement aux connaissances et aux pratiques d'urbanisme. Et donc ce que l'on veut construire, c'est ce pont entre deux champs de recherche, entre deux cercles d'experts. D'une part, l'expertise sur la production de la ville, ce que l'on appelle la fabrique urbaine, et d'autre part, l'expertise sur le développement durable, ses principes, ses critères et ses déclinaisons urbaines. Notre travail se converge donc vers essayer d'identifier les actions à mener à différents niveaux pour réorienter les trajectoires de développement urbain vers plus de soutenabilité. Ce qui nous amène à analyser à travailler d'une part sur les dynamiques territoriales, comprendre les mécanismes de marché foncier, de marché immobilier, leur interaction avec le marché des transports et comment elles structurent la ville, comment elles organisent la répartition spatiale des activités, des ménages, etc. Donc analyser les dynamiques territoriales, analyser, donc on a dit les marchés fonciers, immobiliers, financiers, le marché des services, transport, eau, etc. Et enfin analyser les acteurs, le jeu d'acteurs et leur rationalité. Donc nos objets de recherche, et c'est ce que j'aimerais moi vous apporter un peu aujourd'hui, c'est beaucoup les innovations. Les innovations aussi bien en termes techniques, technologiques, que institutionnels, politiques, que d'outils d'aide à la décision. Et en fait, on regarde ces innovations pour construire toujours ce pont entre ces deux univers en tant que signaux faibles, en tant que marqueurs d'une tension entre les mécanismes de production de la ville et une ambition de développement durable. Donc ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est un peu un patchwork, quelques pistes de réflexion tirées de différents projets de recherche ou projets d'influence que l'on a eus récemment,
de discuter ces quelques politiques innovantes et de prendre des exemples dans différents niveaux. D'une part, un niveau de qui produit ces innovations, donc je vais aborder aussi bien le niveau international, notamment avec les négociations du changement climatique, que le niveau plus local, régional et national, et en illustrant cela aussi bien sur les pays en voie de développement que la France, et je prendrai à la fin un petit parallèle sur ce que la Californie est en train d'entreprendre aujourd'hui. Donc il y aura un peu plus sur les cas français, d'une part parce qu'on a un public plutôt français, et en plus parce que c'est un peu plus notre pain quotidien aujourd'hui, actuellement. Je veux dire. Donc le premier temps sera sur la dimension internationale des changements climatiques, comment évoluent les négociations climat et quels impacts, quels effets, quelles fenêtres d'opportunité cela a au niveau des collectivités locales dans les pays émergents. Un second temps plus sur ce qui se passe en France en termes d'innovation sur le changement climatique, essentiellement au niveau de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation du changement climatique. Et enfin, de prendre des exemples sur ce qui se passe aux États-Unis et sur la Californie, et comment ce qui se fait en Californie est en train d'avoir des effets au niveau fédéral et donc dans d'autres États. Avant de commencer donc, par ces trois exemples, je pense qu'il serait utile d'avoir un peu un retour, bref, sur le concept de développement durable et sa déclinaison urbaine. Puisque quand on parle de tension, on ne peut pas que parler de la fabrique urbaine, il faut quand même aussi parler un petit peu de ces principes et ces critères du développement durable. Très clairement, aujourd'hui, il n'y a aucun consensus sur une définition. Plusieurs points de vue coexistent, et ce qui provoque un certain flou au niveau opérationnel. Les points de vue s'étirent, si on peut aller très très brièvement, un peu des définitions qu'a proposées pour la ville. Des définitions qu'a proposées Syria Emilianov, avec une hiérarchie en 3 types de définitions. Une définition minimale, où la durabilité se ressent comme une pérennité, une capacité à se renouveler, et donc ce qui cherche essentiellement à élargir le champ de vision et à dépasser le court terme, mais ce qui permet d'introduire une notion de trajectoire de développement urbain sur laquelle il est particulièrement pertinent, intéressant, constructif de travailler. Un deuxième niveau de définition qui est ce qu'elle appelle une définition médiane et pragmatique, qui est plus sur la qualité de vie en tout lieu de la ville. Et donc là, on touche à des concepts plus de mixité sociale, de mixité fonctionnelle ou de renouvellement des proximités, renouvellement des notions d'accessibilité à la ville. Et enfin, une troisième définition plus programmatique en termes de projets politiques, en termes de projets collectifs, où on introduit évidemment les notions d'équité, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan social, vis-à-vis du territoire en tant que tel, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de la planète. Donc, cette dernière définition introduit un questionnement d'ensemble, et la ville durable devient un projet et un horizon, et donc un cadre pertinent où les projets collectifs prennent sens. À côté de ces définitions particulièrement élaborées, dont on peut discuter la pertinence, qui est évidemment quelque chose que nous travaillons aussi, mais sur lequel je n'aimerais pas insister aujourd'hui, il y a des gens beaucoup plus pragmatiques, type Thierry Pacaud, qui disent pour moi, le développement durable, je ne comprends pas ce que c'est, ça ne sert pas à grand-chose, et je préfère parler d'écologie urbaine. On voit qu'il y a vraiment un vaste champ de ce qui pourrait être la durabilité urbaine. En fait, quand on regarde l'évolution de ce concept de durabilité, parce qu'il a une histoire beaucoup plus longue, et il prend ses racines notamment dans la conférence de Stockholm en 1972, avec les idées d'éco-développement, tout ça s'appuie sur comment faire rentrer l'environnement et comment on considère l'environnement dans un certain nombre de prises de décision. Donc, comme tout le monde le sait, on est arrivé, la première référence au développement durable, c'est 1980, l'IUCN. Mais en fait, au-delà de cette multiplicité des points de vue, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a au moins une convergence simple sur laquelle on peut travailler, qui s'articule autour de 2 points. Premièrement, une nécessité d'intégrer les différents enjeux dans une vision systémique de la ville. Et deuxièmement, l'importance à donner à l'environnement pour lui-même et pas simplement pour l'usage que l'on en fait. Donc,
Et comme l'a très bien dit Vincent tout à l'heure, en fait, quand on décline les critères, quand on décline les différentes politiques de développement durable, identifiées, enfin étiquetées développement urbain durable, en fait, le seul nouvel enjeu qui apparaît, c'est le changement climatique. On peut même s'inquiéter un petit peu d'une tendance dangereuse à se concentrer uniquement sur ce changement climatique et à oublier un certain nombre d'autres composantes, ce qui est à mon avis une erreur, même si le changement climatique constitue en soi une bonne entrée. Mais ça, je le laisse plus à la discussion ensuite. C'est typiquement ce qui est marqué par le passage de l'agenda 21, dont on parlait beaucoup il y a quelques années, à une concentration sur les plans climat ou les plans climat-énergie territoriaux, dont on parle uniquement aujourd'hui. Et en effet, tous les autres enjeux en fait, étaient déjà des préoccupations avant, typiquement l'étalement urbain pour des questions de consommation d'espaces agricoles, mais aussi pour des questions de coûts de fourniture des services. On luttait avant contre l'étalement urbain. De la même façon, les questions d'inclusion, des villes inclusives, la question de l'équité, du social, de la façon dont on pouvait traiter la pauvreté. Il y a eu sur toute l'histoire des politiques urbaines, il y a eu des empoignades homériques sur ces questions-là. Donc finalement, pas grand-chose pas de nouveaux sujets à part le changement climatique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me concentrerai essentiellement sur les innovations liées au changement climatique. À nouveau, parce que je pense que c'est une bonne entrée pour traiter un certain nombre de questions du développement durable dans un ensemble plus large et dans une approche plus systémique. Donc le premier projet, ou la première piste de réflexion que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est l'évolution de ce qui se passe au niveau international dans les négociations climat et l'impact, les effets que cela a pour les villes des pays en voie de développement. Et plus spécifiquement, l'évolution de comment on pense et comment on construit les instruments pour la finance carbone et la relation de cette finance carbone avec les villes des pays en développement. Il faut resituer un peu, je pense, le panorama de qu'est-ce que la finance carbone peut apporter au financement des villes, aussi bien en termes d'investissement qu'en termes de financement du fonctionnement des infrastructures, des services, etc. Il faut savoir que l'investissement domestique est dominant dans les investissements qui ont lieu dans les villes. C'est plus de 590 milliards de dollars par an, contre des investissements directs étrangers qui s'échelonnent et les emprunts les emprunts sur les marchés qui s'échelonnent tous les deux autour de 150 milliards de dollars par an. Et l'aide publique représente environ 8 milliards de dollars par an pour les villes. Ce qui veut dire qu'on passe de 590 argent venant du territoire national, 8 pour l'APD, environ 150 pour investissement direct étranger et 150 pour les emprunts. La finance carbone, c'est environ 1000 fois moins. C'est de l'ordre de 60 millions pour le GEF, 60 millions pour le CDM, donc autant dire peanuts. Ce peanuts peut grossir, mais ne sera toujours qu'un élément relativement faible par rapport aux milliards qui sont brassés à côté. Deuxième point important à retenir, si on prend un certain nombre de secteurs, par exemple les transports. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'essentiel des projets où il y a un partenaire privé et donc une source de financement important, l'essentiel de ces projets porte d'abord sur la route, sur des projets routiers, et avec un décalage avec le reste des projets extrêmement important. Ensuite, les ports et les aéroports. Et en dernier, et de façon vraiment très faible, tout ce qui est rail, bus rapide transit, etc. Donc tout ce qui est durable n'a pas la priorité. Tout ce qui est finance carbone est insignifiant par rapport à l'ensemble des masses d'argent qui sont développées. Donc on peut quand même légitimement se demander, mais du coup, quel rôle peut jouer la finance carbone dans ce panorama ? Et aujourd'hui, la finance carbone, et notamment les CDM ou le GEF, ont pratiquement aucun effet. À part sur un secteur, les déchets, essentiellement parce que, sur les déchets et quelques niches, essentiellement parce que ces secteurs-là profitent d'effets d'aubaine, mais absolument rien sur le transport, rien ou
très peu sur le transport et le bâtiment, qui sont les deux sources d'énergie importantes dans les villes et les sources croissantes de façon impressionnante dans les villes en développement. Et donc, un peu les gros enjeux quand on parle de villes des pays en développement et climat. Par-dessus cela on est aujourd'hui dans une situation, vient un élément nouveau, on est aujourd'hui dans une situation nouvelle de l'après-Copenhague. Alors, il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'il y a eu des choses positives, est-ce qu'il y a eu des choses que négatives, est-ce qu'on peut construire derrière les choses négatives, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Copenhague, on est sorti d'un certain processus que l'on avait depuis Kyoto, sur au moins 3 points importants qui ont des conséquences pour les villes du Sud. Un, on n'est plus dans un processus top-down où on décide de règles et d'objectifs au niveau international et après on voit comment on les décline dans les pays, on voit comment on les décline dans les villes. On est beaucoup plus dans un processus bottom-up où chaque État vient et indique ses objectifs et après on discute de l'harmonisation et de la convergence de ces objectifs par rapport à un critère climat. Premier point, des processus bottom-up. Deuxième point, le fait que l'ensemble des instruments carbone, du coup, on discute actuellement très fortement de savoir comment passer d'une approche projet, où aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel des instruments de la finance carbone s'attaquait projet par projet. On faisait un projet bus rapide transit, et puis après un projet rail, et après un autre projet, etc. Mais pas du tout avec une approche, voire on faisait un segment du métro, puis après un autre segment du métro, et à chaque fois c'était un instrument différent. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans comment arriver à ce que la finance carbone puisse soutenir des politiques sectorielles ou des politiques urbaines et non pas simplement des projets. Et enfin, troisième point, il y a aujourd'hui dans la construction de ces instruments de la finance carbone une nouvelle entrée qui est que l'on va partir, et ça se recoupe avec la question du bottom-up, de partir des besoins locaux, des demandes des gens, des demandes des autorités locales, alors locales parce que moi je parle de la ville, mais nationales quand on parle entre les États. Ce qui veut dire qu'à nouveau, ce concept de trajectoire de développement urbain, ce concept qu'on peut avoir une trajectoire et donc un timing des interventions, un timing des besoins, et que c'est à ces demandes-là qu'il faut arriver à répondre, fait que la discussion du lien entre finance carbone et ville est en train de changer de cadre. Et donc, d'une part, on a un certain nombre d'opportunités qui peuvent être saisies par les villes et par les réseaux de villes, qui aujourd'hui tapent assez fortement à la porte des négociations pour avoir leur place dans la discussion, pour participer à la construction de ces instruments, participer à la construction d'un potentiel accord. Et du coup, en fait, ces opportunités se retrouvent dans l'ensemble des instruments qui sont aujourd'hui sur la table de négociation, que ce soit les Program of Activities ou les NAMAs ou les approches sectorielles. En fait, l'ensemble de ces instruments sont du coup caractérisés par ces 3 points. Bottom-up, on passe à des approches politiques, on passe du projet à des approches politiques secteur, et nouveau point d'entrée, besoins locaux. Ce qui, à nouveau, constitue une sorte de signal faible sur lequel il va falloir construire, mais qui veut dire que les tensions, les ambiguïtés que l'on peut constater entre des critères, des impératifs, développement durable, et comment se fait la fabrication de la ville de façon non durable ou de façon spontanée, comme vous voulez, il y a des éléments ici qui permettent de rapprocher, de faire des ponts entre ces deux univers. Je vais vite, on pourra en discuter après. Deuxième point sur lequel j'aimerais introduire un petit peu quelques idées, sur la question des stratégies d'adaptation locale en France. Donc ça, c'est un projet que l'on a mené pour l'ONERC, qui a permis de rapprocher le programme Ville de l'IDRI avec le programme Adaptation de l'IDRI, donc de faire un peu du brainstorming entre nous, et qui va se retrouver dans le prochain rapport de l'ONERC qui devrait sortir sans doute d'ici la fin de l'année. Ce qu'on nous avait demandé, c'était de faire un état des lieux de ce qui se fait en France et pourquoi cela se fait comme ça sur l'adaptation dans les villes.
au changement climatique et de croiser cela avec les expériences internationales pour en tirer un certain nombre de leçons et de perspectives pour sur comment améliorer ce qui se fait en France. 5 conclusions brèves, brièvement 5 conclusions sur de ce travail. Les cadres de la comparaison, ce qui se fait en France, ce qui se fait à l'international. Le cadre réglementaire utilisé est à peu près le même partout. C'est soit des choses un peu ad hoc, type plan climat dans lequel on insère de l'adaptation, des agendas 21. Puis ensuite se pose la question de la traduction de ces bonnes intentions ou de ces plans vraiment changement climatique dans des outils classiques de planification urbaine, type SCOT, PLU, PADD, PPRI, etc. Ce qui veut dire que dans les deux cas, en fait, on a cette volonté d'utiliser des instruments ad hoc et de les traduire dans des outils traditionnels pour gérer, d'une part, les synergies versus entre ce qui est changement climatique et ce qui est fabrication de la ville traditionnelle, et d'autre part, cette volonté d'être transversale pour satisfaire des objectifs d'être systémique dans une approche d'adaptation. Une grosse différence, deuxième point, deuxième conclusion, une grosse différence entre la France et l'étranger, c'est que en France, on a un gros besoin d'expertise, ou plutôt on a un gros manque d'expertise, selon comment vous voulez le voir. En fait, quand on regarde à l'étranger, alors évidemment il y a un biais dans ce qu'on regarde, parce qu'on a regardé les leaders étrangers, on n'a pas regardé ceux qui faisaient rien, on a regardé ceux qui faisaient des choses et pourquoi et comment ils le faisaient. Mais les étrangers qui font des choses et qui les font bien, comment ils le font, c'est essentiellement ils ont beaucoup d'expertise parce qu'ils travaillent en partenariat. Ils travaillent en partenariat notamment avec les universités, avec les organismes de recherche, avec les chercheurs qui s'impliquent dans la production, dans la réflexion sur ces questions-là et dans la production de plans qui soient pertinents pour la ville elle-même, quelque chose qui est extrêmement rare en France, d'une part, et d'autre part parce que dans la construction de ces plans, mais c'est un objectif interne au plan d'adaptation à l'étranger, en fait il y a une forte implication des réseaux de citoyens, de la société civile, des ONG et des fondations. Ce gros manque d'expertise en France fait que finalement quand on regarde les risques liés à l'adaptation qui sont considérés, c'est un nombre, en France, un nombre particulièrement restreint de risques qui sont considérés, essentiellement basés sur les phénomènes que l'on a eus avant et pas du tout sur les phénomènes que l'on aura ensuite, ce qui est vraiment le sujet, le cœur de la problématique de l'adaptation. Et d'autre part que l'on considère essentiellement des phénomènes extrêmes et pas du tout des changements progressifs qui sont liés au phénomène de réchauffement climatique. D'une part, et d'autre part, on voit de la même façon dans les scénarios et donc du coup dans les alternatives futures qui peuvent se présenter pour la ville, on a une restriction absolument incohérente où en fait la plupart des villes choisissent un scénario plutôt que de travailler sur les différents scénarios comme si un scénario avait une plus forte probabilité, malgré le fait que le GIEC passe son temps à dire que ce n'est pas un scénario qui est plus probable, mais que c'est de travailler sur l'ensemble des alternatives qui est intéressante. Enfin, troisième conclusion, du coup, de cette comparaison, troisième conclusion, c'est que les secteurs mobilisés dépendent de cette capacité, de cette expertise. Du coup, absolument rien sur les sujets compliqués en France, typique transport, trop complexe à analyser, trop complexe à mettre en place des politiques structurantes. Du coup, on oublie complètement le transport, alors que ce n'est pas du tout le cas dans nos collègues étrangers. Quatrième conclusion, absolument rien en France sur des processus de suivi et évaluation. Or, on sait très bien que justement, sur les questions d'adaptation, c'est comment on renouvelle ce plan et comment on acquiert de l'information qui permet ensuite de faire évoluer ces plans qui sont déterminantes. À l'étranger, ils mettent des outils de gestion, des outils de suivi, évaluation en place. Ils définissent des critères pour hiérarchiser les actions et donc ils ont à nouveau un timing et ils évaluent la pertinence de ces actions de façon régulière. Même ils vont, c'est le cas par exemple de Londres, ils vont même jusqu'à définir des critères qui font que si ces critères
sont en alerte, on doit renouveler l'ensemble du plan d'adaptation, parce que ça veut dire que le contexte a évolué et donc le plan d'adaptation élaboré 5 ans avant n'est plus pertinent par rapport soit aux connaissances nouvelles que l'on a acquises, soit à des phénomènes, soit au niveau du changement climatique, au niveau des dynamiques urbaines, etc. Et enfin, cinquième conclusion sur les acteurs qui sont engagés dans ces processus d'élaboration des plans d'adaptation et ensuite d'implémentation. Le premier point, c'est que absolument dans l'ensemble des villes étrangères, la société civile a un rôle clé à jouer, mais pas pour la communication, pas pour légitimiser la politique qui va être entreprise ou qui est déjà décidée, mais beaucoup plus, non pas non plus pour fournir les bonnes idées, mais pour avoir le rôle de watchdog, de chien de garde-fou, de chien de garde pour vérifier que ce qui est décidé est vraiment implémenté, est vraiment mis en œuvre et que cela va, et pour alerter si cela n'est pas fait ou s'il faut le réviser, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Et deuxième point sur la façon, et les acteurs qui participent à ce plan, dans l'ensemble des villes, des leaders internationaux, en fait, un staff complet est dédié à ça. Alors évidemment, en France, on peut dire on n'a pas les ressources, aussi bien humaines, on n'a pas les gens qui sont formés, mais surtout on n'a pas les ressources financières pour payer un staff dédié à cela. Mais en fait, quand on regarde comment font les villes étrangères, tout simplement, elles produisent de la matière en travaillant pour leur ville, que ce soit de la réflexion, des concepts, de la planification ou des outils d'aide à la décision, qu'ensuite elles vendent et qui permettent de rémunérer le staff qui travaille à produire le plan pour la ville, mais aussi des outils qui sont génériques et qui sont relayés, qui servent à d'autres villes. Et c'est exactement en fait un cercle vertueux qui se met en place avec des fondations qui financent, qui souvent financent l'investissement initial, mais qui ensuite s'auto-portent par la commercialisation d'un certain nombre d'outils à l'étranger. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire en France? On voit un retard important de la situation française. On peut dire à peu près, les acteurs le disent eux-mêmes, donc je reprends leurs mots. La France est à la préhistoire de l'adaptation en ville. En gros, on est essentiellement à l'étape de faire un diagnostic plus ou moins localisé de ce qui se fait. Par contre, on est en avance sur le fait que l'on réglemente. On a déjà un Grenelle qui réglemente cela. Malheureusement, et donc là, Vincent a dit des choses que je partage complètement sur le Grenelle, complexification, schizophrénie, décalage entre plus de réglementation et plus de flexibilité, etc. Sur cette question de l'adaptation, ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, la réglementation ne s'appuie pas du tout sur les éléments déclencheurs, sur les moteurs qui font qu'il y a eu des initiatives volontaires, locales, pour se préoccuper, pour s'impliquer sur cette question de l'adaptation en ville. Essentiellement, les éléments déclencheurs, les éléments moteurs des villes, c'est l'appartenance à un réseau, les événements récents catastrophiques, type canicule 2003, les individualités fortes, avec un portage politique, et des phénomènes de contagion par proximité. Typiquement, les relations Grenoble-Lyon sont clés dans le fait que Grenoble et Lyon soient en avance sur ces questions-là. Nous, France, on va directement réglementer, alors qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être plus de travail à effectuer sur analyser, comprendre ces éléments déclencheurs, comment favoriser, comment améliorer ces éléments moteurs, comment améliorer la diffusion, comment améliorer les partenariats entre les villes et les chercheurs, entre les villes et des partenaires privés, etc. Troisième élément, contrairement à ce qui se fait à l'étranger, on n'a absolument aucune approche en termes de timing de l'action, aussi bien au niveau local d'ailleurs qu'au niveau national, ce qui n'est pas le cas de ce qui se fait à l'étranger, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Je prends un exemple. Toronto, le plan d'adaptation de Toronto est très simple. Premier temps, à court terme, qu'est-ce qu'ils vont faire, essentiellement intégrer des considérations d'adaptation au changement climatique dans les instruments courants. Les plans canicules, les plans de prévention des eaux de ruissellement, les plans de prévention des risques, etc. En premier temps, ils vont faire que ça. Arriver à
infuser, inclure des critères de changement climatique, des critères d'adaptation dedans, dans des outils déjà opérationnels, déjà trouvés. Et ensuite, dans un plus long, moyen ou long terme, et ils prennent bien garde de ne pas se fixer un garde-fou de quand est-ce qu'ils vont faire ça pour que ça colle avec une élection, etc. Mais c'est plutôt quand on aura déjà bien fait ce premier temps d'introduire dans les éléments déjà, dans les plans, les outils déjà en place, des critères d'adaptation, d'avoir à nouveau, de se préoccuper de comment adapter de façon plus globale la ville et d'avoir des réflexions beaucoup plus larges, beaucoup plus systémiques sur l'ensemble de la ville. Et enfin, quatrième point, mais je l'ai déjà dit, et je pense que c'est quand même quelque chose de clé qui ressort de cette comparaison que l'on a effectuée, il faut renforcer les partenariats entre les villes et la recherche. La mairie de Paris a actuellement une initiative assez louable, espérons que ça la donne quelque chose, que ça aboutisse à quelque chose, mais c'est quand même une exception française d'avoir des si bons chercheurs qui ne travaillent absolument pas sur les villes dans lesquelles ils vivent. Et qu'il y ait aussi peu de ponts entre la production critique ou constructive, etc., de matière grise sur ces sujets-là, et aucun moyen, aucun vecteur. La responsabilité est complètement partagée entre les deux. C'est pas du tout pour accuser un univers ou l'autre, les deux sont complètement incapables de travailler ensemble. Mais bon, il y a quand même, à mon avis, quelque chose à faire sur ce point-là. Je passe à un autre volet, mais toujours en France, sur les questions d'atténuation. Donc on a travaillé un peu de la même façon sur les plans climat territoriaux en France. L'idée était de faire un peu un bilan prospectif avant Grenelle. Sur ce qui se faisait en France, où est-ce que l'on en est, comment on en est arrivé là et pourquoi on en est arrivé là. Donc on a fait ça en partenariat avec des collègues de l'EHESS, et notamment avec Melike Yalcin, donc des sociologues, ce qui était assez intéressant, puisqu'on est plutôt des économistes. Et ce qui me permet de souligner un des rôles de l'IDRI et de vraiment offrir une plateforme de partenariat, de construire des partenariats et en partenariat construire des positions assez dures, argumentées, appuyées sur des analyses techniques que l'on peut ensuite porter ailleurs dans des arènes de décideurs publics ou privés. Donc ce que l'on a fait avec le HESS, c'était d'analyser d'une part les processus d'incubation, élaboration des plans climat et de mise en œuvre de ces plans climat, et d'autre part d'analyser les outputs, les résultats de ces plans climat. Qu'est-ce qu'on observe? En France, on est vraiment dans une situation de tâtonnement, aussi bien sur les modalités d'organisation que sur les modalités d'action à mener. Les phénomènes, en gros, le paradoxe est qu'on se retrouve dans des plans, alors on est en pré-Grenelle, dans une situation où les plans climat sont des plans, sont des outils où les gens adhèrent volontairement, donc ils sont volontaires, ils sont partenariales et ils cherchent à être contraignants. Ce qui évidemment pose un certain nombre ce triptyque volontaire, partenarial et contraignant, mais assez en tension vis-à-vis d'une ambition d'avoir des objectifs ambitieux d'une part et de respecter les délais pour satisfaire ces objectifs. Quand on regarde en fait les éléments déclencheurs de ces projets volontaires partenariales et qui cherchent et contraignants, c'est à la fois des éléments qui sont extra-locaux, l'appartenance à des réseaux, donc on retrouve un peu les mêmes phénomènes que dans l'adaptation, et le lobby aussi de ces réseaux, typiquement le lobby d'ICLEI, a eu des conséquences assez fortes sur le fait qu'il y ait une volonté de traiter ces questions au niveau local en France, mais aussi des événements nationaux extrêmes, type canicule 2003, etc. Et enfin, des éléments qui sont beaucoup plus locaux, à nouveau, avoir les moyens, avoir de l'expertise, parce que c'est des outils qui sont relativement complexes à gérer, à nouveau un leadership politique qui est clé dans ce portage-là, et en fait un tissu local, que ce soit les agences locales de l'énergie, qui souvent font un travail formidable
de sensibilisation et de construction, de consolidation de réseaux d'acteurs compétents sur ces questions-là. Et ce qui permet aux plans climat territoriaux ou aux PCET aujourd'hui de répondre à une demande politique, à une demande sociale d'action contre le changement climatique, mais aussi de fournir des opportunités pour la ville, et comme pour les élus, puisque l'outil marketing sert aux deux niveaux. En fait, ce que l'on voit, c'est que les plans climat territoriaux constituent des dispositifs, des dispositifs d'action publique propices à l'innovation. Et à l'innovation aussi bien organisationnelle, sur les modes d'organisation, que sur les modes d'action. En effet, avant, les collectivités locales étaient complètement libres de définir leur périmètre d'action, la structure qui allait permettre d'élaborer ces plans, de les suivre, de les évaluer, de les remettre en place, etc., les principes de fonctionnement, les partenariats qui allaient participer à ces plans. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que malgré cette complète liberté, en fait, il y a un certain nombre il y a des phénomènes de convergence sur les modes de gestion à mettre en place, sur des nouveaux modes de gestion à mettre en place, et sur les nouvelles pratiques de travail, les nouvelles formes d'organisation du travail, avec notamment un certain nombre des créations de nouvelles institutions, type comité de pilotage, souvent de pilotage avec des partenaires privés et publics, et comité de pilotage scientifique, avec des outils de gestion type comptabilité analytique spécifiquement dédiés à cela, et des groupes de travail transversal qui permettent d'échanger de l'information, d'élaborer des programmes d'action ensemble, aussi bien en interne à la municipalité qu'en externe avec les partenaires du plan. Ce que l'on peut, du coup, un peu la conclusion que l'on peut tirer sur ces plans climat territoriaux, c'est qu'on en était vraiment à une période d'exploration et d'apprentissage qui permettait d'identifier les besoins, d'identifier les forces, d'identifier les faiblesses de chacun des territoires, de sensibiliser les acteurs clés et de mettre à jour la capacité de ces acteurs à produire une action collective. Un exemple, dans la définition des objectifs que l'on assignait à un plan climat territorial, au départ, il n'y avait aucun indicateur, aucune donnée, on ne savait absolument pas quelle était la capacité à satisfaire tel ou tel objectif, donc on reprenait, et tous les plans climat ont au départ repris les objectifs français ou européens. Typiquement, tous les plans climat font du 3x20, sans savoir absolument si elles étaient capables ou non de le faire. Puis, chemin faisant, la connaissance a été acquise, la sensibilisation a été faite, la capacité à produire une action collective s'est petit à petit formée, jusqu'à aboutir à des objectifs beaucoup plus précis, à échéance beaucoup plus courte, et souvent beaucoup plus ambitieux, parce qu'on savait qu'on pouvait le satisfaire. Et typiquement, si on prend par exemple le cas de Grenoble, qui est une des villes leaders en France, ils sont passés d'un 3x20, sans trop savoir où est-ce qu'ils allaient, à un 3x14. 14 sur chacun des sons, en 2014, année d'élection, avec, du coup, se disant, ça sera un marqueur clé, c'est à la fois un moteur, une motivation, mais aussi une sanction. Savoir est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là, mais donc, du coup, ça veut dire que derrière, ils sont aptes, ils sont capables de définir les responsabilités, les rôles de chacun, etc. Dans les deux cas français, adaptation-atténuation, dans les deux cas, on était dans des processus d'apprentissage, un peu de tâtonnement, on se retrouve avec un État qui réglemente. Alors que, à mon avis, je ne vais pas dire un autre vaseux, je vais assumer, à mon avis, on est plutôt dans un champ qui est particulièrement neuf, en construction, avec un champ politique complètement nouveau, on a très peu d'expérience, on a un fort besoin d'innovation, et donc on pourrait penser que soutenir la coopération décentralisée, faciliter cette coopération, permettre un droit à l'innovation au niveau local pour favoriser ces processus d'apprentissage, quitte à accompagner un certain nombre de champions, un certain nombre soit de partenaires, soit d'acteurs, soit de villes, pour les renforcer parce qu'ils ont une capacité d'entraînement, peut paraître un peu plus pertinent. D'autant plus que quand on écoute, quand on regarde aussi bien les villes
s'exprimer via des réseaux de villes français ou via différents canaux, elles expriment des demandes assez claires. Elles demandent aussi bien sur des outils que sur des cadres réglementaires à adapter. Et il semblerait que ce serait quand même plus impertinent aujourd'hui de répondre à cette demande plutôt que de vouloir forcément figer les choses et partir à nouveau d'un processus plutôt top-down. Et je veux dire, ça va plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Grenelle, les plans climat, adaptation et atténuation sont une obligation. Donc en fait, on tue un des moteurs clés réels qui était que les politiques locaux, les personnes, acquéraient du crédit politique, bénéficier le fait d'être les leaders, de fait les premiers à faire cela. Ça permettait ça contribuait à l'attractivité économique de leur territoire, etc. Aujourd'hui, ça va juste être une obligation enquiquinante. On n'aura plus on perdra énormément de mérite à entreprendre ce genre d'action. Donc on peut penser que le gouvernement serait plus pertinent à... J'imagine que je vais avoir pas mal de retours là-dessus, mais à financer les diagnostics, à accompagner les partenariats et à produire, comme le fait très bien l'ADEME, aussi bien des guidelines qu'un certain nombre d'outils, en tout cas comme elle le travaillait dedans. Et alors, je vais prendre ce dernier exemple, parce que la dernière chose sur laquelle je voudrais parler, c'est la Californie, parce que justement, en Californie, on peut constater qu'on avait à peu près ces mêmes processus locaux, avec un phénomène bottom-up, des processus volontaires, partenariales, qui essayaient d'être contraignants pour eux-mêmes. Or, la réponse de l'État a été tout autre que de choisir et de décider un certain nombre de points clés, mais beaucoup plus de fixer un cadre et de fixer une procédure qui permet a priori d'accompagner plus favorablement ces phénomènes volontaires et bottom-up. Pour être plus précis, parce que là je ne l'ai pas été, précis et bref, donc la Californie, comme vous savez, a un chapeau qui s'appelle l'AB32, peut-être vous en avez entendu parler, une loi générale sur les actions qu'elle veut mener, aussi bien en termes d'adaptation que d'atténuation, sur l'ensemble de ces secteurs et de ces territoires. Au sein de cette AB32, il y a un certain nombre de lois qui concernent les villes et notamment les questions de transport usage des sols. Dans ces lois usage des sols, en fait, on retrouve des choses qui touchent, si on prend la question de transport, des choses qui touchent aussi bien aux technologies fuel et véhicules, des choses qui touchent à la part modale, à la répartition modale de ces déplacements, et des éléments qui touchent à la mobilité, vraiment à l'activité, la demande première. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ce qu'est en train de mettre en place la Californie, c'est à la fois une combinaison d'instruments pour se préoccuper de l'ensemble des déterminants des consommations énergétiques des villes, et de combiner de façon intelligente ces instruments, qui soient aussi bien réglementaires que de marché, pour arriver à avoir à la fois un phénomène incitatif et contraignant, tout en utilisant des instruments pour contrer les effets négatifs que tout instrument puisse avoir. Si on regarde une loi qui est une loi cherchant à relier transport et usage du sol, une loi Smart Growth, qui a un nom un petit peu ésotérique, SB 375, pour la citer. Cette loi s'intéresse à ce lien transport-usage des sols et comment faire rentrer le carbone dans cette discussion. Donc, très clairement, depuis l'idée première de cette loi, c'est s'appuyer sur une convergence et un consensus qui venait du niveau local, où aussi bien les acteurs politiques que les constructeurs, les transporteurs, donc les acteurs privés que les acteurs publics étaient OK pour dire il y a un intérêt économique à faire cela, et cela rejoint un impératif climat. Donc on a une demande réelle d'encadrement de ce que l'on pourrait faire sur cela. Sauf que cette loi, elle a un objectif directement de long terme, qui est de dire on va d'abord se concentrer sur les actions en termes
au niveau du fuel, au niveau des véhicules, au niveau de la technologie, parce que ça, on sait très bien faire directement, mais on sait très bien que ça ne satisfera pas des objectifs de long terme si, en gros, si on ne travaille pas sur les formes urbaines, tous nos travaux, tous nos efforts sur les technologies ne seront pas satisfaisants. D'où la volonté d'avoir une loi Smart Growth permettant de relier transport et usage des sols en introduisant le critère carbone dedans. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est introduire un nouvel acteur, une entité garante du fait que ce qui va se faire va respecter un critère climat. Donc c'est le Climate, le Californian Air Resource Board, qui est en charge d'interagir avec les différentes régions urbaines, qui a un pouvoir aussi bien de réglementation que d'incitation, puisque l'ensemble des financements de l'État californien, mais aussi de l'État fédéral, va passer par cet acteur-là. Et donc c'est lui qui sera en charge de juger si les demandes venant des régions métropolitaines satisfont ces critères climat ou non, et l'argent pour le transfert va aller ou non dans ces villes. Donc un fort pouvoir, mais en même temps ce pouvoir le Air Resource Board n'est pas de décider et de fixer quels sont les objectifs et quelle va être la manière d'atteindre ces objectifs, mais plutôt de négocier les objectifs et de fixer le timing de cette négociation et le timing pour satisfaire ces objectifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des conséquences directes, positives, aussi bien sur d'intégration d'une approche systémique, transversale entre les plans de transport, les plans d'usage des sols, les plans habitat, d'une part, et que le fait d'introduire ce nouvel acteur permet de redistribuer les rôles et les responsabilités de chacun. Je vais m'arrêter là.